Merci, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, ça a été compliqué de vous rejoindre sur Paris cet après-midi. Donc, je m'appelle effectivement Eric Gued, je suis professeur de biophysique et médecine nucléaire aux hôpitaux universitaires de Marseille et donc responsable de ce projet scientifique Data Challenge qui est conduit en collaboration entre le Health Data Hub et la SFMN, qui est la Société française de médecine nucléaire, société savante pour laquelle je coordonne, ça a été dit, le groupe de travail sur les pathologies cérébrales. Alors, je dois dire qu'en tant que partenaire du projet, Health Data Hub nous accompagne de bout en bout dans l'organisation de ce projet. Il nous apporte un soutien qui est à la fois organisationnel, logistique et technique. Et je vais associer à cette présentation mon collègue Florent Cachin de Clermont-Ferrand, qui a beaucoup contribué à ce que le projet puisse être déposé et retenu, et Imad Boussaïd, qui est notre chef de projet. Donc, je vais essayer dans ces 8 minutes à la fois, bien sûr, de vous présenter la problématique du Data Challenge, mais plus largement, je dirais, nos activités, l'imagerie en médecine nucléaire et la problématique du biomarqueur en imagerie et comment tout ça peut s'articuler avec un Data Challenge. Alors, la définition de notre spécialité, de notre discipline médicale, vient d'être reprécisée par décret. Elle concerne l'administration de médicaments radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique, avec pour l'imagerie une détection qui peut être potentiellement multimodale. Vous voyez des fusions multimodales au scanner X ou à l'IRM. Et donc ça représente une communauté médicale, une communauté scientifique importante à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, avec près de 1,7 million d'examens réalisés par an chaque année. Et puis vous voyez effectivement une dynamique de progression qui est importante et depuis plus de 10 ans. Je vais donc essayer d'abord de vous préciser, d'essayer de redonner, je dirais, la problématique médicale et la motivation médicale. Pourquoi participe-t-on, je dirais, à ce type de projet? Bon, la problématique majeure de l'imagerie aujourd'hui est l'identification de biomarqueurs à la fois performants et précoces, à la fois pour améliorer le diagnostic initial à un stade où les maladies seront mieux prises en charge. On peut donner l'exemple des maladies neurodégénératives, et c'est le sujet de notre Data Challenge, ou plus largement celui du cancer, mais également pour guider les traitements les plus adaptés afin de ne pas retarder, je dirais, le traitement le plus adéquat, et puis également évaluer ces traitements. L'idée, c'est de ne pas retarder une alternative thérapeutique, ne pas entretenir des effets secondaires ou des complications inutiles. Et cette problématique a évidemment également un impact médico-économique évidente évident. Et donc cette problématique s'articule bien sûr avec ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée ou la médecine de précision et l'imagerie nucléaire, qui est une imagerie biologique, une imagerie moléculaire, qui a un rôle qui est décisif dans ces approches personnalisées. Je vais essayer de détailler le propos avec quelques exemples. D'abord parce que les modifications biologiques et moléculaires, telles qu'on peut les évaluer sur notre imagerie fonctionnelle, ces modifications vont précéder des modifications lésionnelles plus morphologiques ou plus structurales. Et on peut donner l'exemple du cancer, en l'occurrence ici du lymphome, avec la possibilité de prédire l'efficacité d'une chimiothérapie dès la première cure de traitement, alors même que le patient va garder des lésions morphologiques, des adénopathies pendant plusieurs mois. Vous avez un premier examen ici qui est positif. Vous voyez les foyers hypermétaboliques correspondent à des adénopathies au-dessus et au-dessous du diaphragme. Et puis, après une première cure de chimiothérapie, le patient ne présente plus de lésions actives. Il garde des adénopathies sur l'imagerie morphologique, mais on démontre dès la première cure que le traitement est efficace. On peut donner un autre exemple dans les pathologies neurologiques et neurodégénératives, et c'est précisément le sujet de notre Data Challenge, le sujet qu'on a choisi, je dirais, d'adresser sur ce Data Challenge. Vous avez ici une imagerie de la dégénérescence de la voie dopaminergique dans la maladie de Parkinson, avec 50% de pertes neuronales
qui peuvent être identifiés dès les premiers symptômes de la maladie. Et cette maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est évidemment fréquente. C'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez que les sources d'erreurs, les erreurs diagnostiques sont fréquentes au diagnostic initial, surtout effectivement si on ne combine pas avec des biomarqueurs d'imagerie. On estime qu'il existe environ un tiers, environ 30% d'erreurs diagnostiques si on s'appuie sur le gold standard de l'autopsie. Il faut aussi dire que ces biomarqueurs moléculaires vont mieux évaluer la complexité des maladies multifocales, des maladies multilésionnelles. C'est évidemment le cas du cancer en identifiant des profils différenciants à l'échelle de l'individu et de chaque lésion qui vont expliquer de possibles différences thérapeutiques à l'échelle du sujet, à l'échelle de chaque lésion du sujet. Et puis, pour terminer sur cette problématique, on va pouvoir lier ces biomarqueurs à des interventions thérapeutiques spécifiques pour constituer des paires compagnons pour l'imagerie et le traitement. Je vous donne deux exemples. Ici, l'exemple de la prise en charge en recherche aujourd'hui encore de la maladie d'Alzheimer avec l'imagerie amyloïde en imagerie PET scan qu'on peut combiner avec un traitement anti-amyloïde avec des anomalies identifiables 20 ans avant les premiers symptômes. Je vais essayer de faire passer la vidéo. Vous voyez que le décompte qu'on voit apparaître sur la vidéo, c'est le nombre d'années avant les premiers symptômes rapportés par les patients. Et vous voyez que 15 ans, que 20 ans avant les premiers symptômes, on a une avance sur l'imagerie par rapport aujourd'hui au traitement de cette maladie, on peut mettre en évidence des anomalies qui sont individuelles à l'échelle du sujet. Et puis, pour terminer, pour revenir au cancer, on peut prendre effectivement l'exemple du cancer avec la possibilité de radiomarquer une même cible d'imagerie avec un agent qui sera beaucoup plus irradiant localement pour aller directement détruire des lésions qui vont exprimer la cible révélée en imagerie. C'est l'exemple ici de la prise en charge du cancer de la prostate. On prend en charge des maladies qui sont multifocales, des maladies métastatiques, et voyez l'efficacité de ce traitement. J'en viens donc à notre data challenge. Il portera donc, vous l'avez compris, sur l'imagerie dopaminergique dans la maladie de Parkinson, avec un examen qu'on appelle un DAT scan. En France, on réalise plus de 17 000 examens par an de ce type, dans environ 200 centres qui pratiquent en France cette activité. Et dans deux tiers des cas, les examens sont positifs, sont pathologiques et vont révéler une dégénérescence. La performance de l'examen, si on se réfère aux publications internationales, est excellente. C'est le cas effectivement, mais en pratique, on a, et ça a aussi été publié, environ 20% d'examens qui sont d'interprétation plus douteuse, plus délicate, en tout cas sur une lecture non experte, et tout ça va avoir un impact majeur en termes de prise en charge. Et donc le projet, vous le comprenez, donc ça va être effectivement de constituer une base de données de cette imagerie DATSCAN. On espère plusieurs milliers, viser 5000 examens en combinaison à des données cliniques, une interprétation experte. Nous anticipons un prix de 25 000 euros pour le vainqueur qui proposera l'algorithme qui se rapprochera le plus de la lecture experte. Et cette collaboration avec le Health Data Hub est un enjeu important pour notre discipline, pour notre société savante. Nous espérons à l'avenir, comme j'ai essayé de vous le montrer dans d'autres champs d'application que la maladie de Parkinson, pouvoir étendre son application à d'autres problématiques, notamment le cancer. Et puis, si je reste dans le cadre de ce présent projet, on souhaiterait à moyen terme exploiter la base constituée en lien avec les données du système français de santé pour adresser des questions plus scientifiques, par exemple autour de la neuroprotection ou des maladies émergentes comme le neuro-Covid. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Eric pour cette présentation sur le projet de la SFMN. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous voulez qu'on vous fasse passer un micro? Pas de questions en ligne non. Ah oui, on a une question. Vas-y Noah. Ouais. C'est le monsieur avec le t-shirt rouge. Bonjour, merci pour le talk. Du coup, vous pensez commencer le challenge à peu près vers quand?
Alors, la convention est bouclée, le projet est financé depuis quelques jours. On espère commencer début 2023. Donc, la collecte des examens vont commencer. On a encore un cadrage juridique, je dirais, à finaliser. Mais donc, l'ouverture du Data Challenge, on le vise pour le premier trimestre 2023. On a une autre question ici. Très intéressant, merci. Il y a d'autres pathologies cérébrales qui induisent une neurodégénérescence dopaminergique striatale, comme la paralysie supranucléaire. Ma première question, c'est est-ce que vos images permettent de différencier entre les deux types de pathologies? Alors, dans le cadre du soin courant, non, à ce point que l'autorisation de mise sur le marché répond à la question par la négative. L'examen ne permet pas de faire un diagnostic différentiel des maladies que vous avez citées. Sauf que tout ça est basé sur une interprétation, on va dire, visuelle très standard. Et des publications ont montré que des approches effectivement d'intelligence artificielle qui combine en fait l'analyse à la fois de l'activité dopaminergique striatale et extrastriatale, des analyses de texture également sur des indices par exemple d'asymétrie ou de gradient, permettraient de faire la différence entre ces pathologies-là. C'est typiquement, là on n'est plus sur une question, je dirais, scientifique, le type de question que l'on souhaiterait adresser secondairement. Et dans mon expérience, les syndromes parkinsoniens apparaissaient plutôt après 70-80% de neurodégénérescence, enfin dans ce qu'on avait publié il y a un certain nombre d'années, avec un marqueur vésiculaire. Vous tablez sur 50%. Dès 50%, vous voyez les symptômes parkinsoniens. Oui, c'est, je dirais, des données assez consensuelles de la littérature sur ce marqueur. Alors, il y a des cibles qui sont plus ou moins précoces et plus ou moins sensibles, mais sur le traceur qui est proposé, qui est un traceur de l'activité du transporteur de la dopamine, on estime que pour que le patient exprime les premiers symptômes moteurs ou prémoteurs, il faut effectivement qu'il y ait au moins 50% de perte dopaminergique. C'est le transporteur de recapture ou le transporteur vésiculaire? C'est le transporteur de la recapture. Ah d'accord, Donc, ok. Donc, il ne va pas D'accord, être influencé par des médicaments pré ou post, enfin, post-synaptiques. bien sûr. Merci. Je vous en prie. On a aussi une question en ligne donc, qui dit: le projet consiste à collecter les données et développer un algorithme de diagnostic de la maladie de Parkinson ou uniquement développer l'algorithme de diagnostic de la maladie? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre, je dirais, la nuance. Euh, L'objectif, je dirais, premier, on est obligé d'avoir un objectif, je dirais, assez, je dirais, raisonnable, c'est d'aider au diagnostic des examens positifs et négatifs. Donc, un examen négatif exclut une dégénérescence, donc il exclut une maladie de Parkinson. Après, comme ça a été dit, je suppose, par un de mes collègues, un examen positif signe une dégénérescence qui peut correspondre à une maladie de Parkinson, mais qui peut correspondre aussi à d'autres maladies dégénératives. Donc l'expert, on aura une lecture experte avec un collège de 3 experts, donnera une interprétation binaire, positif ou négatif. Et donc l'objectif est que l'algorithme proposé se rapproche le plus de cette interprétation binaire positive-négative. Merci Eric. Je complète juste un petit peu la réponse. Le projet pour les compétiteurs, c'est uniquement de développer un algorithme et le projet pour la SFMN, c'est à la fois de collecter des données et de les mettre à disposition aux compétiteurs pour qu'ils développent un algorithme. Voilà. On a aussi Absolument. une autre question, enfin à nouveau. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous comptez rassembler aussi des IRM de ces sujets-là? Alors, a priori, je dirais non. Il y a toujours, je dirais, un compromis entre le nombre d'examens que l'on veut effectivement collecter et la qualité des données, je dirais, en multimodal. En pratique, sur une problématique, je dirais, de Parkinson, indépendamment d'un diagnostic de complications vasculaires, l'IRM n'est pas contributive en réalité dans cette indication-là. Mais il est possible voilà, que pour un sous-groupe de patients,
on puisse avoir des données cliniques plus détaillées avec des échelles cliniques et pourquoi pas effectivement des données d'IRM. Mais en pratique, dans le cadre du soin courant, les patients n'ont pas forcément l'IRM au moment où on se pose cette question-là. D'accord, merci. Merci. On a à nouveau une question en ligne. Les experts auront-ils aussi des données cliniques ou seulement des données d'imagerie? Même question pour l'algo de ML. Je suis pas sûre de comprendre la deuxième question, mais Alors, c'est peut-être la question de l'influence de l'interprétation experte par les données cliniques. En fait, et pour rentrer dans le détail et dans une problématique, je dirais, d'exploitation plus large de la base de données, on aura une lecture locale qui forcément se fera dans le cadre du soin courant et donc en lien avec les données, je dirais, cliniques. Et puis une interprétation qui sera centralisée par une plateforme, c'est tout ce qu'on doit organiser là sur l'année pour mettre à disposition cette base de données. Et là, ce sera une lecture en fait experte qui se basera, je dirais, sur l'image et sur des données cliniques essentielles, plus de données, je dirais, démographiques, comme par exemple l'âge et le sexe. On sait que c'est des paramètres qui peuvent affecter, impacter l'interprétation.